Donc bonjour, je m'appelle Antoine Augusti, je vais vous parler de comment accéder à vos données personnelles grâce au RGPD. Vous inquiétez pas, je ne vous parle pas de la mise en conformité ni même du cadre réglementaire, c'est pas être embêtant comme ça. Qui je suis? Je viens de Rouen, Rouen Normandie, trop bien. Je suis même né à Rouen, c'est dire. Et qu'est-ce que je fais dans la vie actuellement? Je suis un ingénieur, je travaille à Etalab, dans l'administration à la direction du numérique dans l'État. C'est un des services du Premier ministre. Et j'en profite pour dire que je parle en mon nom, et surtout pas au nom de l'administration, encore moins au nom du gouvernement. J'ai un site web, j'ai un Twitter, vous pouvez m'espionner, je raconte des trucs qui sont originaux parfois. Euh, Comment est-ce que vous pouvez exercer votre droit à la portabilité de vos données? Alors, en fait, avant, vous pouviez déjà demander l'accès à vos données. Ça a été renforcé dans le RGPD qui est entré en vigueur il y a quelques années récemment. La portabilité, ça dit que vous pouvez prendre vos données que vous avez laissées à un endroit et les mettre à un autre endroit. Concrètement, le texte, il dit quoi? Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu'elles ont fourni à un responsable du traitement dans un format structuré couramment utilisé et lisible par machine et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement. En gros, ce que ça dit, c'est que vous laissez des traces en ligne quand vous utilisez des services, quand vous utilisez des produits, etc. Et vous avez le droit d'obtenir communication de ces données que vous laissez et qui sont stockées par les entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit bien dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine. Donc en gros, on n'a pas le droit de vous envoyer un PDF image, on n'a pas le droit de vous envoyer du papier, on doit vous envoyer par exemple un fichier CSV, un fichier JSON, etc. Et vous pouvez le déposer et le traiter et faire des choses avec. Concrètement, comment est-ce que ça se passe si vous voulez récupérer vos données? Donc, dans un monde idéal, vous pourriez utiliser un outil en ligne. Vous pouvez extraire vous-même vos données à tout instant, automatiquement, sans intervention de personne. Mais malheureusement, c'est très peu le cas actuellement parce que c'est contraignant de mettre en place ces procédures. Donc, la plupart du temps, on va vous dire qu'il faut envoyer un mail ou un courrier, dans le pire des cas. Et qu'est-ce que vous allez dire dans ce courrier ou dans ce mail? Concrètement, vous allez dire salut, j'utilise votre service, j'aimerais accéder à mes données, est-ce que je pourrais en obtenir communication? Et si vous avez une documentation associée, j'aimerais bien avoir ça à ma disposition aussi. Parce que sinon, il y a des gens qui vont utiliser du jargon qui est propre à leur entreprise, propre à leur métier. Et quand vous allez vous retrouver face à ça, vos noms de colonne, vous n'allez pas les comprendre. Comment est-ce qu'ils stockent l'information, vous n'allez pas les comprendre. Donc vous avez le droit aussi d'obtenir une documentation qui dit, nous, quand on stocke telle information, voilà ce que ça veut dire. Et si le délai de réponse qu'on donne, c'est de 30 jours. Et normalement, on doit vous répondre et vous donner accès à données en bout de 30 jours. Et vous pouvez dire que si vous contacterez la CNIL, donc, qui est en charge de l'application de cette réglementation en France, si jamais on ne respecte pas ce droit que vous avez. Donc j'ai fait ça plusieurs fois pour différents services et donc je vais vous présenter quelques-uns. Le premier que j'ai fait, c'était Trendline. Donc en fait, Trendline, ça s'appelait avant Capitaine Train et ça vend des billets de train en Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vendent des billets pour toute l'Europe. Donc si vous prenez le train en Europe, vous pouvez du coup utiliser un seul service en ligne. Donc j'ai demandé et eux ont des procédures assez automatisées et ils m'ont envoyé assez rapidement, 2-3 jours après, un fichier JSON. Problème, c'est que le fichier JSON que j'ai reçu, il contenait 110 000 lignes parce que j'ai beaucoup utilisé Trendline dans ma vie et il y a vraiment tout et n'importe quoi dedans. Donc il va y avoir les données de mon compte, les passagers, les cartes de crédit que j'ai enregistrées, les voyages que j'ai faits, toutes les recherches que j'ai faites, tout ce que j'ai mis dans le panier, etc. Vraiment tout ce qui s'est passé du côté de Trendline. Mais il n'y avait pas de documentation. Donc j'ai dû faire un petit peu du reverse engineering pour comprendre comment ils stockaient l'information. En tout cas, j'avais tout. Ça déjà, c'est très bien. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Déjà, j'ai nettoyé mes données en Python. Je ne voulais pas m'intéresser à tout ce que j'avais comme données. Je voulais juste savoir quels sont les trajets que j'avais fait en train, un petit peu, etc. Donc pour ça, j'ai nettoyé mes données en Python. Donc il y a du logiciel libre que je publie sur mon GitHub qui permet de faire ça. Donc si vous demandez votre export, vous pouvez lancer ce script en Python et vous aurez directement un fichier CSV que vous pouvez traiter ensuite. Et ensuite, j'ai choisi de visualiser mes données en utilisant une carte parce que c'est une information géographique et donc je voulais les visualiser comme ça. Et donc j'ai utilisé Kepler.gl de Uber qui met ça à disposition. Et je vous montre ce que ça donne. Hop. Donc déjà, on peut voir tous mes trajets que j'ai fait en Europe. J'ai vraiment pris beaucoup le train. Il manque quand même quelques données parce que parfois je n'utilise pas Trendline. Quand parfois je vais en voyage professionnel, on m'impose d'utiliser un service autre. Parfois, je prends des billets sur un autre transporteur, par exemple en Eurostar, il vaut mieux les acheter en livres plutôt qu'en euros, c'est moins cher. Et parfois à l'étranger, j'ai un peu peur, je ne sais pas comment le train ça fonctionne, donc je préfère parler à quelqu'un au guichet plutôt que d'utiliser une application pour qu'il m'explique comment ça marche, les tarifs, etc. Mais c'est très intéressant parce que du coup, on voit tous mes trajets en France, tous ceux que j'ai fait en Belgique, tous ceux que j'ai fait avec Thalys, etc. Une fois qu'on a ça, on peut faire des choses sympas. Donc par exemple, on a l'information du transporteur. Donc après, je peux filtrer le transporteur et je veux dire, je veux voir tous mes trajets en Thalys, je veux voir tous mes trajets en Wigo, je veux voir tous mes trajets en Trenitalia, qui est l'opérateur en Italie, etc.
On peut voir ensuite tous les trajets les plus communs que j'ai fait. Donc là, c'est les trajets que j'ai fait plus de 10 fois. Et concrètement, ma vie n'est pas très intéressante. Les 2 trajets que j'ai fait plus de 10 fois, c'est pour aller chez mes parents et chez les parents de ma femme. Voilà, vous pouvez savoir du coup où chacun habite, c'est très bien. Et on peut trouver après le trajet le plus commun que j'ai fait. Le trajet le plus commun que j'ai fait dans ma vie pour l'instant, c'est le Paris-Rouen et je l'ai déjà fait 41 fois. Et donc c'est une sacrée aventure à chaque fois. On peut faire d'autres choses sympas aussi. On peut faire par exemple un time-lapse. Donc je m'étais amusé à rejouer tous mes trajets sur une carte. Et du coup, on peut voir tous les trajets en train que j'ai fait. Et c'est très sympa de voir à quel point on utilise le train en fonction des périodes. Tous les trajets qu'on fait, tous les trajets, c'est vraiment très distrayant. On peut aussi regarder des choses comme le prix qu'on a payé, l'impact en carbone, en CO2. Est-ce que je peux prendre plus souvent de l'intercité, du TER, du TGV, en première, en seconde classe. C'est des analyses assez sympas qu'on peut faire ensuite. La deuxième chose que j'ai fait, je voulais faire un magasin physique parce que les services en ligne c'est bien, mais on peut faire ça aussi pour les magasins physiques. Du coup, j'ai fait ça avec un supermarché et moi j'habite à Paris et malheureusement il y a des Monoprix là-bas, donc c'est ce qu'on utilise. Et du coup, j'ai demandé mes données à Monoprix. Et je voulais récupérer donc quels sont les produits que j'achète, combien je paye, etc. Donc je vais vous présenter les chiffres. Faut pas les prendre trop non plus trop au sérieux parce que c'est les chiffres, donc c'est les chiffres de mon couple, donc ça n'a rien à. N'essayez pas de comparer les coûts que vous avez vous au supermarché avec les nôtres, ça sert à rien. Surtout qu'on est végétarien, on boit pas l'alcool, on n'est souvent pas là le week-end, on est juste à côté, du coup voilà. Quoi. En tout cas, on peut faire des analyses. Et donc par exemple pour moi, j'ai trouvé des choses très marrantes pour moi. J'ai vu par exemple que j'allais globalement tous les jours au supermarché parce qu'il est ouvert tous les jours, mais quand même 48 fois le lundi et seulement 13 fois le dimanche. Donc en gros, j'aime bien faire les courses le lundi quand je me rends compte que j'ai absolument plus rien à la maison. Il faut absolument que j'y aille le lundi soir. Et quand on regarde aussi à quelle heure j'y vais, en semaine, j'y vais toujours vers 18-19 heures. Et le samedi-dimanche, le samedi, je vais plutôt vers midi. Et le dimanche, je vais plutôt vers 11 heures parce que mon magasin, il ferme à 13 heures. Du coup, voilà, 11 heures, ça me paraît plutôt bien. Et le montant moyen que je dépense le lundi et les autres jours de la semaine, c'est assez faible. C'est 8-9 euros. Donc en gros, j'ai besoin d'un petit truc d'appoint et voilà. Par contre, quand je me suis motivé pour aller faire les courses le dimanche, je dépense en médiane 19 euros. Donc en gros, c'est l'effort surhumain. J'ai décidé d'aller faire les courses le dimanche matin. Et là, on rigole pas, je dépense 19 euros. Voilà, on peut prendre. Donc c'était un peu du feeling que j'avais sur nos habitudes de consommation. Mais là, au moins, j'ai des chiffres qui me permettent de dire oui, effectivement, c'est bien ça, etc. L'aventure avec Monoprix, c'était que j'étais le premier de Monoprix, enfin le premier personne à demander mes données à Monoprix. Et d'ailleurs, leur adresse mail ne marchait pas. Donc du coup, j'ai eu un échange avec le service client. Au tout début, ils m'ont envoyé des PDF scannés. Ils m'ont donné que les montants que je dépensais à chaque visite. J'aurais dit, c'est très sympa, mais je vois aussi la liste des produits que j'ai achetés. Et ils ont mis 2-3 semaines à me les donner, mais ils me les ont finalement donnés. Donc j'ai pas regardé quels sont les différents produits que j'ai achetés, combien de fois j'achète du beurre, est-ce qu'il augmente au cours des années, etc. Mais en soi, vous pouvez le faire parce que vous avez ces informations-là. Donc c'est très intéressant de voir quelles sont vos habitudes de consommation, comment est-ce qu'elles changent dans le temps. Et ça, Monoprix ou n'importe quel supermarché le stock pour vous. Vous n'avez pas besoin de noter vous-même, donc c'est intéressant du coup plutôt de récupérer l'information plutôt que de vous imposer une saisie de tout ce que vous faites. La dernière chose que j'ai fait en date, c'est que je me suis intéressé à mes données Google Search. Malheureusement, j'utilise encore Google. Il faudrait que je passe à une alternative autre, mais la réalité, c'est ça. Et du coup, j'ai demandé un export des données de Google. Google, c'est un gros service, donc ils ont la possibilité d'extraire automatiquement les données. Donc il n'y a pas besoin de parler à quelqu'un, il n'y a pas besoin de contacter un service client. Vous allez sur une interface, takeout.google.com, vous choisissez le service que vous voulez récupérer et hop, vous avez directement un export. Je crois que pour Google, on vous donne directement du CSV. Et du coup, j'étais très étonné. Donc depuis 2011, j'ai fait 71 600 recherches. Donc autant vous dire que je me pose beaucoup de questions dans la vie. Et ce qui correspond à une moyenne de 25 recherches par jour et tous les jours pendant 8 ans. Donc je suis vraiment quelqu'un de très curieux et qui utilise beaucoup Google. Là aussi, j'ai fait un petit peu de retraitement avant pour les visualiser et pour en tirer parti. Et donc il y a aussi du logiciel libre que vous pouvez utiliser si vous aussi vous souhaitez extraire vos données de Google Search et savoir un petit peu ce que vous cherchez. Là aussi, j'ai fait des analyses. En fait, mon usage, il ne change pas vraiment. Généralement, ce que j'ai remarqué dans ma vie, les mois où je recherchais le moins, c'était quand j'étais en vacances, genre à l'étranger ou des choses comme ça. Et du coup, je ne suis pas au boulot, donc j'ai besoin de... je m'informe sur les choses différentes de l'habitude, genre où est-ce que je peux manger, où est-ce que je peux dormir, combien ça coûte là. Et ce qui n'est pas du tout le même volume de recherche que quand je suis à la journée au boulot, quoi. Une autre chose que je me suis étonné à voir, c'est, on ne voit rien du tout sur ma slide, mais je vais vous le décrire. C'est est-ce que je voulais savoir, est-ce que je recherchais plus en journée de semaine, le week-end, à quelle heure? Est-ce que je recherche plus tard les choses le week-end ou la semaine?
Et en fait, les données, elles disent que je recherche constamment le même volume tous les jours, et que mes recherches sont un petit peu décalées le samedi et dimanche plus tard, parce que je me laisse pas aussitôt le week-end qu'en semaine, mais j'étais vraiment très étonné de voir que c'est très constant. Par exemple, pour vous donner des chiffres, le dimanche, j'ai recherché en tout 10 800 recherches, et le lundi, j'en ai cherché 9 800, et le mardi, 10 200. Donc je suis vraiment quelqu'un de très constant dans ma recherche selon les jours, ce que j'aurais absolument pas dit moi comme ça, quoi. Et pareil, je suis assez constant dans ma journée, donc je commence à 9h, 10h à chercher des choses. Et voilà, donc c'était très marrant de voir toutes ces habitudes. Comme je suis quelqu'un qui code encore de temps en temps, moins maintenant, mais je me suis amusé aussi à essayer de retrouver toutes les recherches que j'ai faites et qui sont spécifiques à un langage. Donc j'ai écrit par exemple du code qui permet de dire, quand je cherche euh, Python, item in array ou un truc comme ça, je vais classifier cette recherche comme étant moi qui cherche quelque chose sur le langage Python. Quand je veux faire CSS, align items, etc., je vais dire hop, je cherche du CSS. Et du coup, je me suis fait un petit graphique qui me permet de voir quelles sont les requêtes que j'ai fait en fonction du langage, en fonction du temps. Et du coup, je retrouve bien ce que je connais de moi en me disant il y a des périodes où j'ai fait plus du PHP, il y a des périodes plus j'ai fait du Python, il y a des périodes où j'ai fait plus du SQL, il y a des périodes où j'ai fait plus du Ruby. Et donc on voit cette transition et ce volume de recherche qui change en fonction du temps, donc qui correspond à mes habitudes de programmation au fait. Donc, parce que pour pas se mentir, il y a toujours des choses que je répète. Bon, évidemment, maintenant je fais plus des recherches 5 fois par jour sur est-ce que savoir si un élément est dans une liste en Python. Ça c'est bon, j'ai compris comment on faisait en Python maintenant, et ça va. Mais du coup, je me suis amusé à rechercher les requêtes Google que je répétais la même fois, et je crois que le top c'était aligner des choses en CSS. Je crois que j'avais déjà fait je sais plus combien de fois, genre 38 fois, et visiblement c'était pas un problème résolu pour moi, ni dans ma tête, même au bout de 8 ans, quoi. Donc, vous pouvez regarder ça et vous mettre... j'avais trouvé que la recherche la plus commune que je faisais, c'était la météo aussi. Donc j'étais vraiment juste un humain basique, voilà. Aussi, ce qui m'inquiétait, c'était que sur les recherches géolocalisées, donc Google nous dit est-ce que la recherche a été faite depuis un desktop, une tablette, un smartphone, etc. Et est-ce que j'ai mes données de géolocalisation? Et du coup, je me suis graffé ça pour moi. Et donc, tout ce qui est en rouge avec de la localisation, tout ce qui est en bleu, c'est ce qu'il n'a pas. Donc, vous voyez que maintenant, Google sait quand est-ce que je recherche des choses, un endroit, etc. Donc, ça m'a un peu inquiété. Par contre, ce qui m'a amusé, c'était du coup de prendre une carte et de chercher les recherches que je faisais genre dans les gares ou dans les aéroports, etc. Et là encore, je me posais des questions pourries. Mais c'est très marrant de se rappeler que oui, il y a 2 ans, quand j'étais à l'aéroport de Rome, ça m'intéressait de savoir combien je pouvais ramener de paquets de cigarettes en France sans me faire toper par la douane pour ma famille ou des choses comme ça. Donc voilà, on se rappelle des choses dans sa vie grâce à des données. Je trouve ça vraiment très marrant. Quels sont les problèmes actuels avec la portabilité selon moi? Le problème, c'est qu'il y a donc très peu d'entreprises qui ont des procédures pour gérer les demandes de portabilité. Et il y a aussi peu de personnes qui demandent leurs données. Je vois ça un peu comme tous ceux qui chiffrent leurs messages il y a quelques années. Ça, ils paraissaient pour un peu des fous, ils avaient des choses à cacher, etc. Là, ceux qui demandent leurs données, ils sont vus pour les services clients et par les équipes techniques comme des chieurs. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, des chieurs comme moi, qui demandent leurs données, et comme ça, on deviendra gens normaux, peut-être un jour. Pour aussi, du coup, que les entreprises prennent en compte le fait de dire stocker de la donnée, c'est pas anodin, surtout de la donnée des personnels, et quand on le fait, il faut pouvoir les rendre à ceux à qui on l'a stocké. Le problème principal que j'ai, c'est comment est-ce que je peux être sûr qu'on m'a bien donné toutes mes données aussi. Monoprix, au début, ils m'ont dit je peux te dire que tel jour, tu as acheté telle chose à tel Monoprix. Et là, je leur dis non, arrêtez de me mentir, j'utilise une carte, vous savez très bien quel produit j'ai acheté, donnez-moi la liste des produits. Donc là, je suis en mesure de le savoir, mais potentiellement, les gens stockent des choses et le relient à mon profil, je ne suis pas en mesure de savoir qui me le cache. Donc ça, c'est très embêtant pour moi. Souvent, il y a un manque de documentation, une ambiguïté des termes. Et le problème principal, c'est que moi, je suis un développeur, donc je suis en mesure de traiter un JSON de 110 000 lignes. Quelqu'un qui n'a pas de compétences techniques ne peut absolument pas faire ça. Et donc, est-ce qu'on vraiment on peut exercer son droit d'accès aux données quand on nous donne uniquement un fichier de 110 000 lignes? Moi, je pense que non. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on ait du coup des outils à disposition, des gens qui mettent à disposition les services en ligne pour aider les gens à faire ça, payant ou pas, à vous de voir. Et qu'il y ait des gens qui expliquent en ligne en disant moi j'ai cherché à obtenir mes données, voilà ce qu'on m'a donné, voilà comment je l'ai traité, que des gens qui sont moins intéressés par ces problématiques puissent le faire aussi. Et pour autant ça change, il y a des entreprises qui réfléchissent à faire des choses. Donc par exemple il y a le Data Transfer Project qui se fait entre des grosses entreprises, généralement les GAFA,
qui essaie de trouver des formats interopérables sur qu'est-ce que c'est que de suivre quelqu'un, qu'est-ce que c'est d'avoir un profil, etc. pour vraiment avoir le droit de la portabilité. Parce que la promesse du RGPD, c'est de dire je peux enlever mes données d'un service et les mettre dans un autre. Donc concrètement, je peux passer de Deezer à Spotify sans perdre tout mon historique, mes playlists, etc. Et ça, c'est pas encore fait parce qu'il n'y a pas de modèle pivot de données entre les deux. Donc généralement, il faut faire ça, quoi. Donc il y a des gens qui réfléchissent à ça, il y a des initiatives qui sont récentes, donc c'est très intéressant. Voilà, j'en finis maintenant. 15 minutes, c'est très court. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous demandez vos données et que vous faites des choses, dites-le moi. Je suis très intéressé pour savoir ça. Je serais ravi. Et sachez que l'État recrute aussi, un petit truc comme ça. Donc si vous avez envie de faire de l'éducation, de la santé, du renseignement, de l'armée, du social, de l'éthique, bah voilà, je serais très heureux d'en parler avec vous. Il y a plusieurs centaines de postes ouverts. J'en connais quelques-uns. Et je connais plein d'autres gens très sympas. Je réponds à vos questions maintenant, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, et donc je serais très heureux d'échanger avec vous au déjeuner, ou si vous me voyez après, vous voyez à quoi je ressemble, et vous pouvez m'envoyer des messages ensuite si vous avez trop peur de me parler en face à face, ou si vous préférez comme ça. Merci beaucoup.